Je trouve que le plus dur pour un entrepreneur, c'est la gestion de croissance. Je reviens un peu en arrière, quand on a démarré ou quoi que ce soit, au final, j'avais l'impression que c'était plus facile, entre guillemets, que maintenant. Il y a des choses qui ont changé, bien sûr, évidemment, on n'a pas la même situation. Je veux dire, cet aspect créativité que tu peux avoir au début quand tu crées une entreprise, c'est intense. Tu as l'adrénaline de réussite. Le Mudguard, c'est une course à obstacles de 5 km environ avec entre 17 et 20 obstacles. Tu viens réunir tout type de personnes pour que ce soit des gens qui ont l'habitude de faire du sport ou qui n'ont pas du tout l'habitude de faire du sport autour d'un challenge de 5 km. Vous avez 30-40 événements qui sont bookés pour 2020. Vous êtes obligé de tout arrêter. Il y a eu plein d'enjeux. Vous avez fait fauve. Finalement, avec du recul, les 20-30 événements que vous avez planifiés, ça a été un coup de circuit. Vous avez été capable de tous les faire. Est-ce que je me trompe ici? En fait, il y a un truc qu'il faut noter aussi, c'est que nous, pendant le COVID, on ne s'est pas arrêté. On va s'en souvenir toute notre vie. On a vécu pas mal de choses ces dernières années, mais aujourd'hui, c'est quand même relativement stable. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important en tant qu'entrepreneur. Donc, bienvenue à tous au podcast Hypercroissance. Mon nom est Antoine Gagné. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter une discussion que j'ai avec Kevin et Gary Pilu, les fondateurs de la course Mudgirl, qui est chapeautée par le groupe Sportera. Kevin Pilu est déjà venu sur le podcast 2 fois dans le passé et il nous avait expliqué comment son entreprise avait été capable de traverser les tempêtes qui, ma foi, ont été donc compliquées pour eux. Mudgirl est une organisation dans l'événementiel, une course à obstacles. Vous aurez donc compris que le COVID, ça a changé totalement leur dynamique d'organisation. Ils ont été obligés d'annuler toutes leurs courses. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils se sont fait confisquer de l'argent par les billetteries qui travaillaient avec eux. Bref, c'était un enfer. Mais malgré tout, dans l'entretien d'aujourd'hui, Kevin nous mentionne que c'est un de ses meilleurs moments en affaires parce que oui, rapidement, il a été capable de trouver une solution et de lancer un autre festival, un festival d'humour au volant, mieux connu sous le nom de Fauve. Donc, bref, assez impressionnant de voir la mentalité, le mindset de Kevin. Et Kevin, avec son frère Gary, qui est venu pour la première fois sur le podcast, nous raconte aujourd'hui comment ils ont été capables dans les dernières années de pénétrer comme jamais le marché américain. L'organisation a fait une explosion de son chiffre d'affaires dans les derniers mois. C'est assez exceptionnel. Tout ça, ils ont maintenant également une présence avec leur course à obstacles au Canada, certes, aux États-Unis, dans énormément d'États, mais également en France et en Angleterre. Rien ne les arrête. Très intéressant de les écouter parler. Ils nous parlent des hauts, des bas qu'il y a dans les différents marchés géographiques qu'ils essaient de conquérir un après l'autre. Également, je tiens à vous mentionner que le 24 mai prochain, ça arrive. Ce podcast va sortir lundi et le vendredi de la même semaine, c'est le 24 mai. Ce sera notre premier événement en présentiel nommé le panel d'hypercroissance. Panel d'hypercroissance qui va y avoir 3 panels de discussion avec 9 entrepreneurs au total. Ça va être totalement extraordinaire. Le premier panel se nomme Croissance par acquisition. Il va être fait avec Simon Deben de Workly, Vincent Kelly de Sanivac et Vincent Gottschall de Logian, 3 entreprises extraordinaires qui sont venues sur le podcast dans le passé. Le deuxième panel est un panel qui va parler d'évolution de modèle d'affaires, également de dynamique économique avec Simon Plante, Dominique Gagnon et Héloïse Harvey. Et le troisième panel va parler d'intelligence artificielle parce que oui, l'intelligence artificielle, c'est le sujet chaud du moment encore une fois. Et Jonathan Léveillé de Open Mind Technologies, vous connaissez déjà, va être avec nous, tout comme Olivier Blais de Move AI et David Crou de Bullseye AI. Il ne reste plus de billets au moment où on se parle, mais peut-être, soyez à l'affût, suivez-moi sur LinkedIn qu'on va ouvrir 5-10 billets pour la dernière journée. Donc, si ça vous intéresse, allez jeter un petit coup d'œil à mon profil LinkedIn. Pour les gens qui ont déjà acheté des billets, j'ai hâte de vous voir. Je vais serrer la main à tous les gens qui vont être là. On va avoir un très, très beau moment ensemble. Et par la suite, bien entendu, il va y avoir les panels et une belle soirée avec quelques drinks qu'on va pouvoir avoir après les présentations. L'événement ne pourrait pas avoir lieu sans nos incroyables partenaires. Et le premier d'entre eux, c'est Klaviyo. Klaviyo, c'est la plateforme emailing que vous devez utiliser en 2024. Klaviyo, c'est la plateforme qu'on recommande à tous les clients du groupe G7 et ce depuis plusieurs années maintenant. Nous-mêmes, on possède la certification Klaviyo Gold Partner, une plateforme qui est exceptionnelle, qui a vraiment été capable de s'imposer à travers le temps. Ils ont plus de 143 000 clients payants au moment où on se parle. Leur logiciel s'intègre avec plus de 350 joueurs technologiques. Les plus grosses entreprises du monde leur font confiance. Les plus petites entreprises également leur font confiance.
Klaviyo, c'est vraiment la plateforme emailing de choix qui vous aide à utiliser comme pas possible votre first party data. Littéralement, le data qui vous appartient, vous êtes capable d'en faire beaucoup de choses avec Klaviyo. Allez jeter un coup d'œil à cette plateforme si vous êtes intéressé. Le deuxième partenaire de cet événement qui nous donne un très bon coup de main, c'est le groupe Plante. Le groupe Plante, c'est le groupe présidé par Simon Plante. Simon Plante, c'est lui, et je le dis à chaque fois, qui gère mon portefeuille. Je lui fais énormément confiance. Plusieurs années que je travaille avec lui, j'ai eu des retours exceptionnels à la bourse. Donc, si vous cherchez un deuxième regard sur vos finances personnelles, allez parler avec Simon et son équipe. Ils vont être capables de vous aider, ils vont être capables de vous donner des observations, des suggestions concernant votre portefeuille et ultimement augmenter vos rendements. Donc, le groupe Plante, allez jeter un coup d'œil. Ils ont également une chaîne YouTube qui donne beaucoup de contenu sur les finances personnelles. Et un autre partenaire de cet événement, eh bien, c'est Third Bridge. Third Bridge, qui est une organisation de Montréal et également établie partout à travers la province d'ailleurs, qui travaille avec les plus grosses entreprises. Une organisation que vous devez considérer si vous avez besoin d'un nouveau logiciel, si vous avez besoin d'une application mobile. Third Bridge travaille avec les Desjardins de ce monde, les Duproprio de ce monde. Ils ont une équipe extraordinaire de 60 personnes. Ils sont venus sur le podcast. Donc, si vous avez besoin d'un partenaire technologique qui peut vous donner un coup de main dans ce que vous faites, si vous avez besoin d'un joueur qui peut vraiment vous accompagner pour lancer finalement le logiciel sur mesure que vous désirez, allez voir l'équipe de Third Bridge. Je suis convaincu qu'ils vont être capables de vous donner un bon coup de main. Dernière chose, je vous invite à vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts ou encore Spotify. Ça nous donne un très, très bon coup de main pour le podcast. Et sur ce, je vous souhaite un excellent épisode avec les frères Pilus. Kevin et Gary Pilou, vous êtes les deux cofondateurs de la course à obstacles Mud Girl, une organisation internationale ayant plus de 30 courses par année, 37 pour être plus exact, en France, au Canada, aux États-Unis et également en Angleterre. L'entreprise que vous avez les deux fondée en 2013 a passé à travers toutes sortes d'obstacles à travers les années avec toujours le même résultat au final, une croissance, voire même une hyper-croissance de votre entreprise. Kevin, Gary, merci beaucoup d'être de retour sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci Antoine. Merci Antoine de ton accueil chez toi. Et Gary, je me tournerai vers toi pour commencer. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaîtraient peut-être pas Mud Girl, comment tu pourrais décrire ton entreprise à notre audience? Je vais essayer de faire ça simple. Mud Girl, c'est une course à obstacles de 5 km environ avec entre 17 et 20 obstacles qui vient réunir tout type de personnes pour que ce soit des gens qui ont l'habitude de faire du sport ou qui n'ont pas du tout l'habitude de faire du sport autour d'un challenge de 5 km. On va dire que c'est à peu près ça pour résumer à court ce qu'on fait. Et bon, qui maintenant accueille des centaines et des centaines de milliers de femmes année après année. Bon, Kevin, je me tourne vers toi. Maintenant, c'est la 3e fois qu'on t'a sur le podcast. Je commence à être un habitué. Ouais, tu commences littéralement à être un habitué et je vais inviter les gens qui nous écoutent aujourd'hui à aller écouter les 2 entretiens qu'on a fait avec Kevin dans le passé. Il y aura des liens dans les notes de l'épisode. Mais bon, ça, on résume bien. La première fois, tu nous parlais de ton expansion aux États-Unis. Vous veniez de frapper un coup de circuit assez important au Canada. C'était le temps de faire une expansion aux États-Unis. Ça s'est bien déroulé. Tu reviens 1 an plus tard sur le podcast, pivot à 180 degrés parce que la COVID, comme toutes les entreprises dans le monde, vous frappe. Mais malheureusement, vous êtes dans le domaine événementiel. Les gens sont proches. Automatiquement, ça a mis un frein à vos courses. Mais vous avez été capable de vous retourner en lançant littéralement un festival d'humour au volant nommé Fauve. Assez exceptionnel. Tout ça, d'ailleurs, j'invite les gens à écouter l'épisode. Maintenant, il y a plein de choses qui se sont déroulées depuis. Ça s'est fait en juillet 2020. Comment ça va maintenant? Est-ce qu'il y a encore des montagnes russes? Est-ce que les choses sont un petit peu plus calmes maintenant? Ouais, il y a toujours des montagnes russes. C'est un peu les effets d'être en business, d'avoir sa propre compagnie. Il y a des up and down, comme on dit en bon français. Mais aujourd'hui, ça va très bien. Aujourd'hui, ça va très, très bien. On a vécu pas mal de choses ces dernières années, mais aujourd'hui, c'est quand même relativement stable. Et est-ce que tu dirais même que vous en êtes ressorti plus fort? Est-ce que les choses vont mieux ou moins bien qu'avant la COVID? Oui, vraiment. Je trouve qu'on apprend toujours dans l'adversité. Je pense que là-dessus, on est vraiment très, très fort. L'adversité, on l'a vraiment connue depuis le début de notre compagnie. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a toujours appris des choses qui pouvaient se passer. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important en tant qu'entrepreneur. La COVID, c'est sûr, ça a été forcément pour tous ceux qui travaillent dans le milieu de l'événementiel, mais pas que. Ça a quand même été assez difficile pour beaucoup d'entreprises. On voit aujourd'hui beaucoup d'entreprises événementielles qui n'existent plus, par exemple.
Nous, on a eu la chance de pouvoir continuer. On s'était reviré de bord en créant un événement en voiture avec des humoristes qui nous a permis littéralement en fait de sauver notre compagnie, de garder nos employés. Et puis, comme on avait eu la chance en 2019 de lancer notre compagnie aux États-Unis, les États-Unis étaient quand même un territoire quand même assez relativement souple au niveau des mesures, notamment pour les rassemblements. Donc, on a été en mesure de récupérer nos événements en 2021 aux États-Unis et redémarrer un petit peu la machine en 2021. Exceptionnel, tu sais. D'ailleurs, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Gary, je me tourne maintenant un petit peu vers toi. Tu formes un duo très complémentaire avec ton frère Kevin. Tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que tu diriges davantage le volet opération des courses. Kevin, sensiblement le volet de commercialisation, de mise en marché. Revenons un petit peu à Fauve, l'événement d'humour que vous avez lancé en 2020. Littéralement, les gens étaient dans leur voiture, avaient un spectacle d'humour devant eux. Vous avez fait ça en quelques semaines seulement. Comment tu es capable, avec tes équipes au niveau opérationnel, de mettre ça en place? Parce que vous étiez littéralement, je pense, le premier joueur que j'ai vu faire un événement de la sorte. Comment tu as été capable de mettre tout ça en place? Parce qu'il faut le dire à notre audience aujourd'hui, ça a été un franc succès. Fauve, vous en avez fait une tournée pendant l'été. Oui, effectivement, ça a été un beau succès. Après, c'est sûr que on est sur une production qui est totalement différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Nous, on a l'habitude d'être sur des terrains assez privés où on organise nos courses. En plus, c'est 2 journées avec un certain nombre de personnes. Là, on devait être sur des terrains, on va dire quelque peu publics. Par exemple, l'aéroport de Montréal, qui est semi-privé, semi-public. On devait aussi travailler avec des villes. C'était différent pour nous. Au niveau de production, on est sur quelque chose qui est à l'inverse de ce qu'on fait. Nous, on fait des courses, donc des gens qui courent et qui sont mobiles sur un terrain. Là, on allait amener des voitures sur un parking et amener une scène et des humoristes avec lesquels on n'avait jamais traité avant. Donc, on a su s'entourer des bonnes personnes pour faire ce projet-là. On avait aussi quelques liens un peu dans le domaine, mais assez légers. Et avec nos connexions, on a la chance à Montréal d'avoir quand même un beau réseau de connexions. Puis c'est facile. Je pense que pendant le Covid, les gens sont pas mal entraînés. Donc, on a pu réussir à avoir des noms d'artistes, des connaissances. Et après ça, sur le terme de production, ouais, c'était un revers à 180 degrés. Mais après, dans le domaine de production, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'il y a une adversité, on apprend. Je pense qu'il faut surtout rester humble par rapport à ce qu'on fait. On n'est pas les meilleurs, on ne sera jamais les meilleurs ou on n'a jamais pensé qu'on soit les meilleurs. J'ai appris des nouvelles choses en matière de l'écran, scène, stage, installation d'une scène d'un backup pour des humoristes. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait un bar apparemment, ça c'est super important. Mais il a bien marché le bar. Il a bien marché le bar. Mais non, c'est une différent. Et les équipes, je pense aussi étaient motivées. Ça fait un changement pour nos équipes. Puis après, nos équipes étaient très contentes de repartir sur un projet pendant la période Covid. Je pense que c'est surtout quelque chose que, peu importe ce qu'on allait faire, je pense qu'ils voulaient juste travailler sur des événements. Peu importe l'événement, je pense qu'on aurait pu faire un cirque, ça aurait été pareil. Mais le but, c'était que de reprendre. Après, sur nos opérations, il y a des choses qui sont similaires quand même. Gérer des voitures sur un parking, comment les faire entrer, les faire sortir. Il y avait quelques similitudes, mais on est quand même sur un autre type de production. Nous, on a l'habitude de se lever tôt le matin, faire notre événement, finir le soir. Là, il fallait commencer plus tard le soir. Souvent, on finissait à l'heure où on avait l'habitude de se lever. Donc, mais c'était une très belle expérience. Je pense qu'on a eu beaucoup de plaisir à le faire. Une expérience COVID, littéralement. Ouais, une expérience COVID. Je pense que c'est une parenthèse. Je pense pas qu'on aurait voulu faire ça tout le temps. Je pense que c'était une belle parenthèse dans la période COVID de ce qu'on avait le droit de faire dans les limites des règles du gouvernement. On sait jamais s'ils reviennent en arrière. Mais non, c'était une belle expérience. On a appris beaucoup de choses qu'on a aussi utilisées sur nos événements futurs. Je pense qu'il y a des choses qu'on a appris. Je pense que c'est quelque chose qui restera gravé à vie, à la fois pour notre entreprise, mais en fait pour nous aussi, pour nos employés qui étaient là à l'époque. Vraiment, c'est une expérience assez incroyable. On a des anecdotes qui sont quand même complètement folles. On s'est quand même retrouvé en pleine nuit à 3-4 heures du matin à l'aéroport de Montréal complètement vide. C'est pas souvent que tu vois un aéroport complètement vide. Il y avait que nous à l'intérieur et un Subway parce qu'il fallait qu'on mange après l'événement et on s'est retrouvé à
Voilà, on fait des courses de chaises dans l'aéroport de Montréal entre employés. Il y a des trucs qui sont incroyables, mais impensables en fait. Et ouais, c'était fou, quoi. Ils sont logés en plus à l'aéroport de Montréal, donc c'était incroyable. Et Kevin, peut-être je rebondirai là-dessus, puis on fermera par la suite la parenthèse fauve pour revenir à Mud Girl, qui est clairement l'endroit où est-ce que vous mettez le plus de temps, le plus d'efforts aujourd'hui. Vous ne l'avez pas recommencé. Ça a été stoppé. Est-ce que c'était intentionnel? Est-ce qu'il y a eu des réflexions de votre côté de se dire, tu sais quoi, peut-être qu'on pourrait bâtir un catalogue d'événements? Quelles ont été les réflexions derrière peut-être un peu l'arrêt de Fauve pour la suite? Je pense que c'est la passion. Je pense qu'on est Gary et moi, on est des gens qui sont passionnés par ce qu'on fait. Et on a vraiment une passion pour le sport. Et le fait de pouvoir reprendre nos événements, pour nous, ça a été vraiment quelque chose qui a été... on s'est senti soulagé d'un point, en fait. Je pense que travailler dans ce milieu-là un peu artistique, même si on adore l'art et on adore l'humour, etc., je pense pas que c'était vraiment fait pour nous. Après, je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on va pas le recommencer. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais je pense que, ouais, il y a quelque chose qui nous... À bout d'un moment, on n'avait plus cette passion-là, je pense. On voulait faire autre chose. On voulait retourner dans ce qu'on faisait, faire vivre des émotions sportives à tous, faire vivre des émotions aux gens. C'est ça qui nous allume le plus. Même si l'humour, on fait vivre des émotions, etc. Mais c'est différent. On voulait reprendre ce qu'on faisait. Et je pense que c'est la passion, en fait, qui était un peu éteinte. Gary, tu me dis si je me trompe, mais je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est aussi le fait de travailler avec peut-être avec des éléments qui sont un peu plus incertains. Il faut booker des artistes, il faut passer par un manager. Il y a beaucoup d'étapes avant d'avoir une réponse. Nous, on est des gens qui aiment bien être plus autonomes. On aime bien que les choses soient faites. On est un peu plus autonome par exemple, sur les terrains quand on produit nos événements. Nous, ce qu'on veut, c'est un terrain et après ça, on va se débrouiller, quoi. On est autonome par rapport à tout. Là, ça prend un peu plus de temps. Il faut dealer avec des villes. Évidemment, c'est beaucoup de processus pour arriver à quelque chose. Vous n'êtes pas autant indépendant au niveau de votre produit. C'est ça. On s'entend avec Fauve, le produit, vous ne le contrôliez pas à 100% comme avec Mud Girl. Là. Exactement. Et c'est ça, nous, on aime bien vraiment maîtriser ce qu'on fait. Et ça, je pense que c'est important. Après, ça restera quelque chose que, voilà, comme je disais, on va s'en souvenir toute notre vie. C'est pas, ça veut pas dire qu'on a eu des approches après pour le continuer. Puis je pense que c'est important de le mentionner, c'est qu'il y avait absolument rien à faire. Donc, d'avoir la possibilité de voir un show d'humour dans une voiture. J'ai eu la chance, je pense, d'aller à un de vos événements. Je me demande si c'était pas à Drummondville que je suis allé, peut-être à l'aéroport de Montréal. Bref, c'était fantastique parce qu'à ce moment-là, il n'y avait rien. Donc, vraiment, ça a été une parenthèse exceptionnelle pendant le COVID. Mais bon, on va sortir le COVID d'un côté et on va essayer de revenir à Mud Girl et à votre rebond. Parce qu'on l'avait dit à l'épisode précédent, qui, encore une fois, j'invite l'audience à aller l'écouter. Il avait été assez frappant, assez marquant. Un peu de contexte, vous avez 30-40 événements qui sont bookés pour 2020. Vous êtes obligé de tout arrêter. Il y a eu plein d'enjeux. Vous avez fait fauve. Et là, finalement, vous voulez relancer la machine. Mais là, il faut se rappeler une chose. Il y avait quand même 2 poids, 2 mesures entre ce qui se déroulait au Canada et ce qui se déroulait aux États-Unis. Pour la même pandémie, on dirait qu'il y avait un pays qui était davantage prêt à retourner à une économie comme on la connaît, et l'autre pays qui avait un petit peu plus peur. Et toi, Kevin, et toi, Gary, vous vous êtes dit, c'est quoi, c'est le temps de réouvrir la machine. Fin 2020, vous relancez les États-Unis, vous relancez des événements en plein air, mais vous ne les relancez pas à un événement. Je me rappelle, on avait discuté ensemble, je regardais la suite d'événements que vous aviez, je vous trouvais quasiment fou. Je me dis, êtes-vous sûr et certain que vous n'allez pas avoir le même enjeu que vous aviez en 2020, c'est-à-dire vous planifiez une date, l'événement va être cancellé à cause d'un rebond d'un nouveau virus. Finalement, avec du recul, les 20, 30 événements que vous avez planifiés, ça a été un coup de circuit parce que je pense que vous avez été capable de tous les faire. Est-ce que je me trompe ici? En fait, il y a un truc qu'il faut noter aussi, c'est que nous, pendant le COVID, on ne s'est pas arrêté. Il y a beaucoup de gens qui disent, dans le COVID, c'est bon, j'ai pris du temps pour faire des rénovations, faire ci, faire ça. Nous, le problème, c'est qu'on s'est pas, enfin, le problème, non. L'avantage, c'est on s'est dit, à un moment, ça va s'arrêter. Donc, quand ça va s'arrêter, il faut être prêt à reprendre. Donc, on a continué à travailler. Nous, on a travaillé à partir du moment où on savait que ça allait pas s'arrêter, mais on avait à peu près une date de retour. On s'est dit, OK, on va prévoir le futur et on va préparer un calendrier. Dès que ça reprend, on va pas faire une course, on va en faire beaucoup plus. Et je pense que ça a aidé, en plus de Fauve aussi, de travailler en continuité sur Mud Girl et dire, c'est pas fini, ça va reprendre et quand ça va reprendre, il faudrait qu'on soit prêt. Je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est vrai qu'on n'a pas annulé une course, on a lancé les événements. Alors, je me souviendrai toujours de la date parce que c'était le 6 janvier 2021, qui est une date très importante aux États-Unis puisque c'est
Là, il y a eu les insurrections au Capitole. Vraiment, C'est vrai. le super moment pour lancer des courses aux États-Unis. Vraiment, bon, super timing. Bref. Mais au final, on lance le 6 janvier 2021 et je pense que les premiers événements étaient au Texas. Après, c'est sûr qu'on a visé un peu plus les États, on va dire, entre guillemets, du Sud, qui étaient un peu plus ouverts, forcément. Et finalement, ça a fonctionné. En 2021, on a réussi à faire nos événements, mais on a aussi réussi à ouvrir au Canada, puisqu'on a décalé toute la saison et on a ouvert en septembre-octobre. On a un peu passé entre les gouttes et ça a marché. Après, voilà, il y a eu plein de choses qu'on a dû faire pour faire en sorte que les événements aient lieu, etc. Mais ça a passé. J'aimerais poser vraiment une question qui est importante pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Parce qu'on dit tout le temps, et tu vois, je viens de recevoir la semaine dernière Kevin Gary et Dominique Gagnon de Connect & Go, Dominique, au-delà d'être un entrepreneur à succès comme vous deux, c'est un auteur et il vient de sortir le livre Et si l'entrepreneuriat rendait fou. Et en tout cas, je vous invite à le lire si vous avez la chance. Bref, essentiellement, ce qui explique, c'est qu'il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qui vont mal qu'on le pense. C'est beaucoup plus difficile qu'on le pense. D'ailleurs, fait difficile à entendre, mais qui est vrai, la deuxième cause de mortalité chez les entrepreneurs au monde, c'est le suicide. Pourquoi j'amène des thèmes un petit peu difficiles à ça ici? Ma question pour vous, c'est à quel point c'était difficile cette période-là? À quel point même vous n'avez pas pensé ne pas relancer Mud Girl? Parce que là, littéralement, tout s'est écroulé devant vous. En 2020, je reparle, les choses se sont replacées, mais est-ce que vous êtes capable de peut-être, de manière honnête, nous dire comment vous vous sentiez avant de relancer tout ça? Franchement, je pense que c'était une des plus belles périodes d'entrepreneuriat qu'on ait fait, soit mon frère et moi, quoi. C'était assez incroyable. Enfin, je pense qu'il y a peut-être qui arrive à dire le contraire, mais non, j'ai trouvé ça incroyable parce qu'on aime ça, on aime relever des défis, on aime l'adversité, tout, il n'y a rien qui nous arrête. Et je trouve que ça, justement, il faut penser, il faut réfléchir, il faut tout remettre à plat, il faut faire des statements, il faut écrire aux gens. Je sais pas, c'est plaisant, on fait de l'événementiel, on est mindé pour ça, on va dire. Mais non, au final, je trouve que là, ça a été incroyable. En plus, on n'était pas au même endroit au même moment. Moi, je suis retourné chez mes parents étaient dans les Caraïbes. Et au final, on a créé une compagnie ensemble comme ça. Après, on est reparti. Je sais pas, moi, c'est des super souvenirs d'entrepreneurs. Ça veut pas dire que j'ai envie de les revivre, mais c'est des moments qui restent à jamais gravés. C'est toujours vivre des nouveautés une fois, c'est toujours un moment particulier. On en parlera aussi de Dallas, mais c'est ça, c'est des moments, vivre ça pour la première fois, tu dis c'est bon, je l'ai fait, je l'ai vécu, j'ai survécu, j'ai fait quelque chose donc du coup, tu prends du plaisir à faire ça pour la première fois. Donc, mais bon, t'as pas envie de le revivre une deuxième fois non plus, mais c'est des super moments. Ouais. Au final, on s'appelait tous les jours. Viens, on va lancer un festival. Ouais, ça va s'appeler. J'ai l'impression de revenir au début de la compagnie quand on s'appelait pour dire viens, on va faire un logo qui ressemble à ça. Le website, il faudrait que ça ressemble à ça. Donc, au final, on avait plein d'idées qu'on avait dans une boîte et on essayait de sortir les idées. OK, on va faire ci. Donc, c'est comme ça que c'est sorti un peu fou. Donc, au final, dans l'adversité, on a sorti des événements comme ça, mais c'est toujours dans l'adversité qu'on sort des événements. On est sur un podcast hyper croissance, c'est sûr. Je trouve que le plus dur pour un entrepreneur, c'est la gestion de croissance. Mais à partir du moment où, moi je reviens un peu en arrière quand on a démarré ou quoi que ce soit, au final j'avais l'impression que c'était plus facile entre guillemets que maintenant. Il y a des choses qui ont changé, bien sûr, évidemment, on n'a pas la même situation. C'est sûr qu'on est beaucoup mieux financièrement, etc. Mais je veux dire, je trouve que cet aspect créativité que tu peux avoir au début quand tu crées une entreprise, c'est intense. Tu es dans l'intensité, tu as l'adrénaline de réussite, etc. Et je trouve que ça, c'est sûr que ça manque un petit peu. Dans la gestion de croissance, c'est un petit peu différent, quoi. Tu dois gérer des employés, des relations humaines, des fournisseurs. C'est pas le même jeu. Pas pareil, quoi. Mais ma question est aussi, j'aimerais savoir si 2021, vous n'avez pas ces succès-là, à quel point ça impacte la suite de l'entreprise? Est-ce que c'était primordial pour la survie de Mud Girl de faire en sorte que 2021 existe? Parce que pour beaucoup d'entreprises, spécifiquement dans l'événementiel, 2021 n'a pas existé, là. Bon, oui, c'était primordial qu'on puisse repartir. Après, on savait qu'on pouvait repartir. Donc, on était quand même sûr de nos forces. On savait qu'aux États-Unis, ça allait fonctionner. On savait qu'il y avait de l'assouplissement au Canada. Donc, voilà, on pouvait continuer. Après, on avait toujours Fauve. On aurait aussi pu très bien continuer sur Fauve. On a eu des opportunités de repartir Fauve on a été approché par des grands festivals au Canada, sans dire leur nom, mais pour qu'on puisse continuer à faire ce qu'on faisait. Donc, on avait quand même des choix. Et au fait, on a choisi le choix qui nous plaisait le plus. Et on était sûr de ce qu'on faisait. On savait qu'on n'allait pas annuler une deuxième fois. De toute façon, je pense qu'on aurait trouvé même un autre projet. On est des gens on ne peut pas ne rien faire. Donc,
Il fallait qu'on trouve un projet. Donc. Des entrepreneurs comme vous qui me dites que le plus beau moment en affaires, c'est quand ils ont tout perdu pendant la COVID, ça en dit long sur votre état d'esprit. Donc, à mon avis, vous auriez trouvé un autre projet. Mais bon, j'avance un tout petit peu dans le temps. Je vais me tourner vers toi, Gary. Vous avez un succès au Canada. Vous faites une expansion aux États-Unis, les hauts et les bas, mais finalement, ça se déroule très, très bien en 2021. Il y a du momentum qui se déroule. On veut ouvrir. On veut ouvrir cette fois-ci en Europe, spécifiquement en France. Parle-nous peut-être un petit peu, Gary, de l'ouverture en France. Parle-nous également de la dynamique au niveau de la logistique. Est-ce qu'on approche un marché comme la France de la même manière qu'on approche un marché aux États-Unis? Est-ce que ta structure de production est la même? Est-ce qu'il faut travailler différemment? Je serais curieux de t'entendre ici. Bon, déjà, nous, ce qu'on a la chance, c'est qu'on est français. Donc, pour la culture, on connaît un peu. Pour la langue, on n'a pas de problème avec ça. Puis, pour même des connaissances là-bas sur place, c'est assez facile. On a aussi la chance d'avoir pas mal de notre staff qui est d'origine française. Donc, là-dessus, ça donne aussi un petit coup de boost quand on veut ouvrir sur la France. Après, en termes de production, on a la chance aux États-Unis, au Canada, d'être sur un pays avec les mêmes, on va dire, on travaille avec les mêmes fournisseurs, les mêmes compagnies. C'est assez simple. Si on veut, par exemple, du Canada pour les États-Unis, nous, on a par exemple deux semi-trailers complets, c'est le même matériel. À 98%, c'est la même chose. Le problème, c'est quand on arrive en France, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir que peu importe dans le monde qu'on construise un événement Mudgirl, ce qu'on veut, ça soit le même matériel, la même façon de produire, la même façon de construire, et que ça se ressemble le plus possible. Chaque pays a ses similitudes, c'est normal. Mais là, le problème, c'est que quand on arrive en France, il faut jumeler avec qu'on repart sur le système métrique. Donc, nous, on travaille avec le système impérial en Amérique du Nord. On repart sur le système métrique, on part avec des camions qui sont de tailles différentes, on travaille avec des systèmes de boîtes d'empilage qui sont de tailles différentes, l'ampérage différent, l'électricité qui est différente. Donc, on travaille un peu, pas en double, mais c'est une production qui est à revoir complètement, qui est ajustée par rapport aux besoins. Le matériel qu'on a au Canada n'est pas le même en France, donc il faut trouver les équivalents. Donc, c'est un gros travail de recherche, un gros travail de recherche de matériel équivalent au maximum. Donc, ouais, c'est une production un peu différente des entrepôts, la façon de... La France est un peu plus... On va dire l'Europe est plus lente dans la... Oui. Aux États-Unis, tu commandes un truc, le lendemain, tu l'as chez toi. Mais ici, c'est plus lent, ça prend des délais de production plus lents, il faut des autorisations. Quand tu signes avec une compagnie pour qu'il t'envoie quelque chose, il faut signer un bon, à retourner un bon, il te revoit un bon. Ouais. De toute façon, des fois, limite, il t'envoie un fax pour te dire que ça arrive. C'est un peu rude, c'est un peu à l'ancienne, quoi. Mais même notre entrepôt, on a un entrepôt. La première fois qu'on est arrivé à l'entrepôt, donc c'était dans le sud de la France, à côté de Bordeaux, et on s'est retrouvé, on est arrivé dans l'entrepôt, c'était pas un choc, mais je veux dire, waouh, c'était un retour en arrière. On était dans une ferme avec des vaches. Wow. C'est incroyable, c'est une histoire incroyable. Tu arrives, tu montes des bons moments. Ouais, c'est des super moments, quoi. Tu prépares un événement et à côté, tu as 50 vaches à côté de toi. Mais parle-nous un petit peu de ça, peut-être, Kevin, parce que Gary nous explique la dynamique, la logistique en France, plus lente, et ça, c'est vrai. Je pense que souvent, des fois, on se plaint au Canada que les choses sont pas assez vite, mais je vous le dis tout de suite, on a une économie qui va bien, puis on a une économie qui va vite quand on se compare à ailleurs. OK, ça, c'est important de le dire. Peut-être pas aussi vite qu'aux États-Unis, mais ça, c'est l'exception de l'exception. Je reviens à la France, Kevin. Au-delà la logistique change peut-être, mais la réponse, elle, est sensiblement la même. Les clientes sont au rendez-vous. Ça a été assez rapide, votre intégration en France, là. Ouais, vraiment, ça a super bien marché. On a une super bonne réponse. Ce qui prouve aussi Combien de billets vous avez vendus? Je pense que la première année, on devait être à 30 000. On ne pas beaucoup d'événements. Oui. Et là, maintenant, on arrive à 50, 60 000. On a des moyennes de 6, 7 000 personnes par événement, ce qui est quand même relativement très correct. Vraiment, ça se fait bien. Mais c'est vrai que c'est un petit peu différent. Il a fallu un peu revoir les prix aussi, baisser un petit peu nos prix. On fait aussi moins d'argent sur ce qu'on appelle les add-ons. Donc, parce qu'en France, l'Europe, au niveau financier, le pouvoir d'achat est un peu moins fort. On va dire qu'aux États-Unis ou au Canada. Donc, on est obligé de réduire. Par exemple, faire un stationnement payant ou en France, c'est pas très bien perçu. Oh! Ouais. Donc, il y a des endroits où ils sont gratuits, il y a des endroits où on fait payer 5 euros. C'est pas énorme. On fait payer 15 au Canada, $20 aux États-Unis. Et au final, mais les 5 euros, pour les gens, ça les choquait un petit peu. Donc voilà, il y a des petites choses qui sont un petit peu différentes. Par exemple,
aux États-Unis, en Amérique du Nord, on vend beaucoup de merch, donc beaucoup de la boutique, etc. C'est vraiment c'est plein toute la journée. Là. C'est un événement de 10 000 personnes. Tu es à la boutique, tu vas travailler vraiment toute la journée. Les gens, ils achètent des t-shirts, des souvenirs, etc. Vraiment tout. En France, il n'y a personne qui achète. Les souvenirs, ils n'en veulent pas. Par contre, le premier événement qu'on fait en France, c'était à Nantes. Et on nous dit, en fait, on travaille avec une compagnie de production. Ils nous dit, mais vous n'avez pas de bière, vous ne vendez pas de bière. Bah non, nous, dans nos événements, on ne fait pas ça. On ne vend pas de bière, on ne vend pas d'alcool. Ils nous disent, non, franchement, vous devriez avoir une bière. Non, ça n'a pas marché. On dit, OK, bon, on va vous croire. On installe une tente, une petite tente. Le matin de l'événement, on met deux fûts de bière. Bon, en 1 heure, il y avait une file d'attente et on s'est fait dévaliser, quoi. Et là, depuis, en fait, maintenant, le Beer Garden de notre événement, c'est l'élément central de Mud Girl en France. Et quand Gary et moi, on va en événement, on fait des bières. On tire des bières. Est-ce qu'économiquement, ça vous aide à peut-être venir contrecarrer un peu les pertes que vous auriez? Tout à fait. C'est vraiment ça qui nous permet de faire en sorte que les événements aient lieu. Donc, on ne vend pas de merch. Ouais. On ne vend pas nécessairement de tickets de parking, mais on vend de la bière. Mais on vend de la bière incroyablement. On ne produit pas une tente pour vendre de la boutique, on produit un espace tente pour vendre de la bière. Donc au final, je te dis que la production est différente. Tu travailles en double quand tu vas en France. Tu n'utilises pas les mêmes systèmes. Tu dois refaire un système différent juste parce que tu es en Europe ou en France. Mais c'est des litres et des litres de bière. Hein. C'est 40, 50 fûts par week-end, des fûts de 40 litres. C'est énorme. C'est la consommation. Ça a été choqué. On est français, mais c'est vrai qu'on a quitté très tôt la France pour aller un petit peu ailleurs. Mais retourner en France, ça nous a... Waouh, c'est assez impressionnant. Quoi. Et qu'en est-il de l'Angleterre? L'Angleterre, c'est notre première année cette année. Je suppose que aussi le rapport avec la bière va être aussi important. Donc, on a déjà préparé les choses, mais c'est au mois de juillet cette année, la première année. Mois de juillet. OK. Donc, mois de juillet cette année, vous allez avoir des réponses, mais je pense, et peut-être on pourrait juste parler de commercialisation ici. La réponse, comment elle est en Angleterre au moment où on se parle? On avait commencé l'année dernière, en fait. L'Angleterre, ça n'avait pas forcément super bien marché. On a dû repousser l'événement. On s'est dit qu'on ne pouvait pas faire un événement avec 2-3 000 personnes. On a repoussé, on a changé la date. Des fois, les dates, c'est super important. Et on a tout changé. Et au final, cette année, on est parti pour les sold out à Londres et à Birmingham. Les deux villes qu'on fait avec 6-7 000 personnes aussi sur une journée. Donc, c'est super bonne réponse. Très content par rapport à ça. Et les premières informations au niveau logistique, bien entendu, vous allez les avoir en juillet. Intéressant. Et peut-être, il y a un point qu'on va essayer de restituer peut-être pour notre audience aujourd'hui. Kevin, tu me le disais juste avant le début de l'entretien. 330 000 billets vendus cette année? C'est la prévision. Pour Mud Girl? C'est la prévision. OK. Donc, situez bien les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Il y a 330 000 femmes cette année qui vont faire les courses à Obstacle Mud Girl. C'est exceptionnel. On parle tranquillement d'un brand, d'un love brand qui est reconnu. Gary, à quel point quand vous faites des courses, vous rencontrez des gens sur place, vous sentez qu'il y a un engouement un petit peu autour d'être une Mud Girl? Vous sentez qu'il y a une fierté des femmes qui sont là de participer à vos courses? Comment vous sentez cet engouement avec vos clients? Je pense que la première rencontre qu'on a souvent, la première fois qu'on les voit, c'est des fois au parking ou à l'enregistrement. Dès qu'ils arrivent, c'est toujours des groupes de personnes. Même si on a des personnes qui viennent toutes seules, mais souvent des groupes de personnes qui sont motivées à être ensemble, s'amuser. Je pense que c'est aussi un moment qu'ils vont passer entre eux avec des fois plusieurs générations. Non, c'est le sourire est là. Je pense que c'est principalement un moment à eux, à partager entre plusieurs générations ou entre autres groupes d'amis. Faut pas oublier qu'on vit quand même dans une société qui est très individualiste et que d'avoir des moments comme ça qu'on partage ensemble, c'est quand même assez rare. Je trouve que le sport, c'est quand même quelque chose qui nous permet d'atteindre ça. Antoine, tu es un passionné de sport, donc tu sais ce que c'est. D'être dans un stade, de partager, de communier avec un public, avec des gens sur une même passion. Je trouve que c'est vraiment ça génère des émotions uniques. Et quand tu vois ces femmes-là qui arrivent sur les événements, pour elles, déjà ils arrivent un peu dans l'inconnu, mais en même temps il y a une sorte d'adrénaline. Ils sont ensemble, ils ont un groupe, donc ça crée quelque chose en fait. Ça crée vraiment une émulsion qui est vraiment particulière et qu'on retrouve vraiment beaucoup sur nos événements. Plusieurs générations? Ouais, souvent on a les grands-mères, mères et petites filles, et des fois petites filles qui viennent ensemble courir. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent quand des gens reviennent et qui ont déjà fait Mud Girl, c'est parce qu'ils ont déjà vécu cette expérience-là. Mais aussi ce que je remarque quand tu vas sur un parcours ou même sur le festival de l'événement, c'est que souvent tu vois des gens qui sont d'horizons totalement différents, peut-être qui viennent pas du même quartier, qui ont même des opinions politiques complètement différentes, mais là quand ils sont sur un parcours entourés de boue où ils doivent céder, il n'y a pas
Il y a plus de barrière. Je viens t'aider, oh, t'es mon ami, ok, on va s'aider. Et à la fin, des gens qui couraient tout seuls se retrouvent avec des groupes d'amis. Ça fait plaisir à voir. Des fois, dans une société qui est souvent polarisée comme maintenant, où dès que tu as un truc sur les médias sociaux, on s'insulte de tous les noms. De voir des gens qui sont capables de laisser leur téléphone pendant 2 heures dans leur sac et aller courir et s'amuser, et aider n'importe quelle personne qui se tourne autour d'eux et de parler avec n'importe quelle personne autour d'eux, je trouve ça beau à voir. Et ça fait plaisir, ça change un peu. Des fois, maintenant, dans la société qu'on a d'aujourd'hui, c'est assez polarisant et c'est dur de voir ça, quoi. Donc le sport, je pense, le sport rapproche les gens, peu importe les idées qu'on peut avoir. Et ça se peut aussi bien dans nos équipes aussi, hein, dans nos équipes de travail ou autre chose. Je pense que c'est un bel atout. Et je pense que c'est important de le dire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. La course à obstacles Mud Girl, elle est faite pour toutes. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous préparer pour un marathon pour aller faire la course Mud Girl. C'est là pour avoir du plaisir, pour que des femmes soient ensemble et soient capables de passer Déjà, un bon moment. Là. On dit course, mais il y a même pas on n'a pas de chrono. Donc, pour nous, c'est plus un moment de 5 km ou un parcours de 5 km entre amis, quoi. On fait une petite pause sur l'épisode en cours pour vous parler des panels d'hypercroissance, l'événement qui aura lieu le 24 mai prochain à l'Hôtel Halte de Montréal dès 18h. J'espère vous avoir avec nous 3 panels d'exception. On va parler de croissance par acquisition avec Simon Deben, Vincent Gotchard de Logien, également Vincent Kelly de Sanivac. On va parler d'évolution de modèle d'affaires et de dynamique économique avec Dominique Gagnon, Héloïse Hervé et Simon Planté également. On va parler d'intelligence artificielle en entreprise avec Olivier Blais, David Pro et Jonathan Léveillé. Et cet événement, comme je vous l'ai déjà mentionné dans le passé, mais je veux vous le redire, il ne pourrait pas avoir lieu sans l'aide de nos incroyables partenaires. Et j'ai nommé Acombago. Acombago fait partie de la famille d'Acomba. Acomba, qui est une organisation, un logiciel technologique qui est en affaires depuis le milieu des années 1980. Vous imaginez un peu. Il y a plus de 40 000 PME qui utilisent leurs services et Acombago est un logiciel de comptabilité qui peut vous aider à gérer votre inventaire, gérer votre relation de dynamique économique avec vos fournisseurs, avec vos clients. Et en plus de ça, récemment, ils ont été capables d'intégrer SnapX, une intelligence artificielle qui vous permet de simplement prendre une photo de votre facture fournisseur et automatiquement les informations se retrouvent à l'intérieur même du logiciel. Et Acombago peut faire les choses en grand. Aujourd'hui, il vous offre la chance d'obtenir littéralement 3 mois gratuits à leur plateforme en participant à un concours. Vous avez simplement besoin de vous rendre à acombago.com/hypercroissance. Je le répète, acombago.com/hypercroissance. Vous rentrez vos informations et vous courez la chance littéralement de recevoir 3 mois gratuits d'Acombago. Donc, allez jeter un petit coup d'œil. Je suis convaincu que ça va pouvoir vous aider. Et le deuxième partenaire, sans qui cet événement ne pourrait pas avoir lieu, c'est Hello Darwin. Hello Darwin, qui est une plateforme de mise en relation si vous cherchez un partenaire marketing, mais encore plus. Depuis quelques mois maintenant, ils ont lancé un accompagnement pour les subventions. Au moment où on se parle, il y a plus de 1600 programmes de subventions canadiennes avec lesquels leurs clients sont capables de trouver de l'argent pour, bien entendu, obtenir ces différentes subventions. Hello Darwin devient à peu près votre département de subventions à l'externe. C'est pour dire qu'ils sont capables de travailler corps et âme pour vous trouver l'argent que vous méritez avec les différentes subventions que le gouvernement offre. Et encore mieux, ils garantissent leurs frais. Donc, si vous travaillez avec eux et que vous n'obtenez pas au minimum 2 fois en termes de subventions le coût des services de Hello Darwin, ils vont vous rembourser. C'est pour dire, en plus de ça, si on regarde bien ce qui se déroule sur le site web d'Hello Darwin et ce qu'ils disent à leurs clients, et ce que j'ai vu par le passé, c'est qu'en moyenne, les entreprises qui travaillent avec eux vont obtenir jusqu'à 250 000 $ de subventions quand ils travaillent avec eux. Et on fait des choses en grand. Encore une fois ici, Hello Darwin a une offre exclusive pour les gens qui écoutent le podcast Hypercroissance. Si vous vous rendez au go.hellodarwin.com/hypercroissance, donc je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance, rentrez vos informations, vous allez obtenir 10 % de rabais sur leurs accompagnements. Passez pas à côté de ça. 250 000 $ de subventions par entreprise. C'est pas quelque chose qu'on doit négliger. J'espère vous voir le 24 mai et de retour à l'épisode en cours. Kevin, Gary, vous m'avez dit une chose plus tôt. Vous m'avez dit que
une de vos plus belles expériences entrepreneuriales, ça a été le COVID, parce que vous vous êtes retroussé, vous avez pivoté. Mais de toute façon, on dirait que votre carrière, votre vie est faite de montagnes russes. Et là, c'est pas le COVID, c'est pas un virus qui est venu vous contrecarrer récemment, c'est Mère Nature. Donc, vous me disiez avant le podcast, vous aviez une course à Dallas et on essaiera de mettre pour les gens qui écoutent l'épisode sur YouTube un visuel de ce que ressemble le terrain de la course Mud Girl à Dallas qui était supposée avoir lieu il y a quelques semaines. Vous comprendrez que malheureusement, elle n'a pas pu avoir lieu. Essentiellement, il y a eu une inondation ou quelque chose qui fait que ça n'a pas pu avoir lieu. Bref, vous regarderez les visuels, c'est assez éloquent tout ça. Gary, je me tournerai vers toi, toi qui s'occupe des opérations ici. Comment avez-vous eu la nouvelle? Est-ce que vous l'aviez prévu? Est-ce que c'était quelque chose qu'on attendait? Comment par la suite vous avez été capable d'ajuster le tir? Je serais curieux de t'entendre. Mise en contexte, premier événement de la saison, nouveau staff, formation de notre staff pendant une semaine. Donc, on va dire sur les 22 personnes présentes, il y avait 5 à 6 personnes qui avaient l'habitude de faire des événements. Les autres, c'était leur premier événement de l'année. On arrive sur le terrain déjà la semaine d'avant, dimanche, terrain qui est un peu inondé, mais ça va. Donc, gros changement de parcours. On fait énormément de changements de parcours, ce qui fait que sur 3/4 du terrain, on a des obstacles qui sont plus, c'est moins de matériel parce qu'on peut pas y accéder. Donc, on avait déjà prévu un peu le coup au cas où il repleut dans la semaine. On a des accès, mais ça va pas être trop difficile. Donc, on n'a pas amené d'éléments lourds, de gros obstacles loin sur le terrain. En prévision de. Donc la semaine se passe super bien, gros soleil, grosse chaleur, tout va bien. Vendredi, tout est parfait. Mais vendredi, on voit que le samedi, on annonce des orages et de la pluie assez intense. On a, je pense, 45 à 50 mm de pluie le samedi. Après, nous, la pluie, ça va. On peut s'ajuster, il n'y a pas de problème. Le problème, c'était les orages. Donc, nous, on avait dit orage de 7 heures du matin jusqu'à 8h30. Donc, pour nous, 7 heures du matin, 8h30, ça va. On se dit, on va passer à travers, puis on va ouvrir un peu plus tard. On a communiqué avec nos participants la veille pour leur dire, il y a potentiellement un orage qui arrive entre 7h et 8h30. Donc, si des fois ça arrive, nous, nos terrains seront fermés. On vous invite à aller à un stationnement de Walmart, sans citer de marque, à peu près à 3-4 km plus loin, d'attendre dans le parking. Et dès que ça réouvre, on va communiquer avec vous, SMS, mail, Facebook, Instagram, la totalité. Donc nous on était prêts et samedi matin 7h30, 7h45, il fait super beau, gros soleil, on commence à accueillir les premières voitures, premiers participants. Je pense qu'on accueille 10 voitures dans le parking et là premier orage à moins de 10 miles qui arrive. Donc on se dit on va commencer à fermer le parking, on ferme le parking, on redirige tranquillement les gens vers le Walmart comme c'était prévu. On renvoie un SMS, on communique entre nous. On avait des équipes aussi au bureau qui étaient prêtes à intervenir. On savait ce qui allait arriver. Donc ça nous est déjà arrivé. On a déjà travaillé avec des orages. C'est les joies de l'événementiel à l'extérieur. Malheureusement, on contrôle pas la nature. Le problème, c'est qu'à 8h30, les orages continuent jusqu'à 9h30, 10h. Et ça ne s'arrête pas, en fait, ça s'intensifie. Donc, nous, on voyait les masses orageuses. Donc, on avait tous nos maps. Je pense qu'on avait 8 maps de météo ouvertes sur nos téléphones. Et on voyait les masses orageuses passer. Et à chaque fois qu'elles arrivaient, ça refaisait une nouvelle masse orageuse. Donc, au final, on avait du lightning à toutes les 10 minutes, ça y allait. Sachant que quand il y a de l'orage, il faut attendre 30 minutes après le premier orage, le dernier orage, pour pouvoir réouvrir un lieu. Jusqu'au moment où je pense vers 10h, on prend un orage au milieu du festival. Et là, je pense que ça a été too much. On a dit on report l'événement d'aujourd'hui. Je pense pas que ça va être possible. Surtout ils avaient prévu de l'orage encore jusqu'à midi, un window de soleil de midi à 14h. Et après ça, nouvel orage. Donc, pour nous, d'amener des gens sur un parcours pendant 2 heures de temps, ça vaut pas la peine. C'est plus dangereux qu'autre chose de devoir les ramener. Donc, du coup, report de la course avec nos équipes. On envoie un message, un SMS. Les gens sont super, comprennent tout à fait la météo. Malheureusement, on la contrôle pas. La plupart des gens qu'on voit, avec qui on discute sur la route, comprennent. Je pense que c'est des gens qui ont l'habitude d'être dans la région. Et on a bien fait parce qu'au final, il a plu 100 mm de pluie entre 8h du matin
et 23h. Et les orages ont eu lieu de 7h45 jusqu'à 22h. Il y a eu des orages. Non-stop. Et non, non-stop. Donc, nous, on a décidé quand même le soir, le samedi, à vers 3h30, 4h, d'aller sur le terrain pour vérifier l'état du terrain, savoir si on pouvait faire la course le dimanche, parce qu'on avait aussi une date prévue aussi le dimanche. Donc, est-ce qu'on peut faire l'événement demain, sachant qu'ils annonçaient du soleil? Et là, on arrive sur le terrain à, je pense, 3-4 heures. Le parking était à moitié inondé, donc impossible d'accueillir des gens sur le parcours. Donc ça, là-dessus, c'était fini. Donc, on savait que notre dimanche était mort. Ce qu'on ne savait pas, c'est que l'autre 3/4 du terrain, au moment où on y allait, était un peu inondé, mais ça allait. Je veux dire, on pouvait courir dessus, on pouvait amener des véhicules, c'était un peu très boueux, mais ça allait. Donc nous, on a décidé quand même de récupérer notre matériel de valeur, c'est-à-dire des pompes pour pomper dans la rivière, qui coûte à peu près $3,000. On a décidé de la récupérer et de ramener à peu près le matériel au niveau du village. Le lendemain, on arrive sur le terrain. Le terrain était inondé de 6 pieds d'eau sur 3/4 du terrain. En fait, la rivière qui longe le lieu avait débordé pendant la nuit à cause des fortes eaux. Oh non. Donc là, on s'est retrouvé avec 6 pieds d'eau partout sur le parcours. On a dû sortir des gonflables. Enfin bref, c'était une journée de démontage assez épique sur lequel on a eu beaucoup de plaisir. Mais donc voilà, voici à peu près la situation dans laquelle on a été. Les obstacles étaient carrément sous l'eau, quoi. Ouais. Course sous-marine. Les obstacles étaient sous l'eau. Il faut comprendre quelque chose, c'est que cet événement, c'est le premier de l'année, il y avait près de 9000 personnes attendues. 9000. Ouais. Donc, quand on reporte à la base le samedi, on reporte pour le lendemain. Donc, les 5000 personnes du samedi, on a dit, c'est bon, le dimanche, on a de la place, on va tous les reporter le lendemain. Donc, on communique d'abord en disant, ça se fera dimanche. Et après ça, quand Gary et son équipe sont allés sur le terrain, on dit, bah non, ça se fera pas dimanche. Ça sera en octobre. Ça sera en octobre. Donc, on a reporté 9000 personnes pour octobre. Mais il y a quand on a débalisé le terrain, on a enlevé tous les flags, les drapeaux, etc. Les gens qui sont allés sur le parcours avaient de l'eau jusqu'à hauteur du buste. Ils se piquaient à certains endroits, mais des fois, c'était plus ou moins, quoi. Et comment on s'y prend dans un contexte comme ça? Donc, bien entendu, on s'entend, les participantes, eux, ont payé leur billet, vont réavoir leur course en octobre. Ça, c'est bien. Mais là, vous, de votre côté, il y avait 22 personnes sur place, 22 personnes payées. Vous avez peut-être perdu du matériel. Peut-être, Gary, tu nous le diras. À quel point, et pas nécessairement obligé de rentrer dans les détails, mais à quel point l'événement, sans faire de mauvais jeu de mots, tombe à l'eau au niveau de sa profitabilité? Dans le sens, est-ce qu'on dit adieu, celui-là, on ne fera pas d'argent, on va peut-être même en perdre beaucoup, sachant qu'il y a un report? Comment on doit gérer des situations comme ça? Est-ce qu'il y a même peut-être des assurances à un certain endroit pour de l'équipement ou quoi que ce soit? Je serais curieux de vous entendre ici, les gars. Bah, c'est sûr que c'est une perte financière totale. Hein. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as produit, au final, ça te coûte quand même de l'argent. Tout le marketing que tu as fait en amont, au final, tu le perds. Hein. Tout est perdu. Après, nous, on a quand même de la chance, c'est qu'on a été capable de repousser l'événement au mois d'octobre. Ça a vraiment été une chance. On a réussi à trouver un créneau avec le lieu pour pouvoir reporter tout le monde au mois d'octobre. Et comme la plupart des gens ont compris, ils ont vraiment très, très bien réagi. Après, il y a une chose qui est vraiment super importante dans ce process-là. Ah oui, on perd de l'argent financièrement, etc. Mais au final, bon, voilà, tout le monde va bien, on n'a pas pris le risque non plus d'envoyer des gens sur un événement et qu'ils se prennent un orage. Ça, c'est super important. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est vraiment de communiquer. C'est la communication de crise en termes d'événements. Bon, on a eu l'habitude parce qu'on a passé le Covid. Il nous est arrivé ce genre de situation. L'année dernière aussi, on a eu un torrent de boue au Colorado Springs. Donc, on a quand même l'habitude. On a des leviers, en fait, on a des levels de communication qu'on arrive à mettre en place à partir du moment où on a ce genre de situation-là. Après, c'était une situation qui était un petit peu unique. Ça n'arrive pas souvent. Mais il a fallu communiquer rapidement et surtout être transparent. Je pense que c'est une chose qui est super importante que les gens attendent. C'est la transparence. Les photos qui ont été mises, qui ont été postées, etc., c'est pas le genre de choses que tu vois d'habitude quand un événement est annulé. Mais nous, on a décidé de jouer la carte de la transparence en disant, bah voilà, regardez, c'est exactement ça qui s'est passé. Et on est désolé, mais on ne pouvait rien faire. Et les gens se sont vraiment rendus compte, avec cette transparence-là dans notre communication, qu'au final, ils ne pouvaient rien faire. Donc, il n'y avait pas d'événement, il fallait le repousser. En tout cas, vous avez des défis encore, j'imagine, qui vont vous attendre dans le futur parce que des courses, vous continuez à en avoir de plus en plus. On le dit, une quarantaine que vous allez avoir cette année. J'aimerais réouvrir la discussion un petit peu, les gars. Et peut-être je me tournerai vers toi, Kevin, concernant la dynamique de construction d'équipe. On a une marque maintenant qui a une empreinte géographique importante. On est au Canada, on est aux États-Unis, on est en France, on est en Angleterre.
comment on construit nos équipes à l'interne? Est-ce qu'on a davantage une approche décentralisée ou est-ce que chaque pays a sa petite unité qui opère? Est-ce qu'on a un système qui est plus centralisé ou est-ce que tout le monde peut-être est au bureau chef, que ce soit à Montréal, que ce soit aux États-Unis ou peu importe? Comment vous avez construit le tout et qu'est-ce qui est le plus fonctionnel pour vous? Je pense c'est quand même pas mal centralisé parce qu'à partir du moment où le bureau est principalement à Montréal, mais après on a des équipes un petit peu partout. On a une personne en France, mais on a aussi pas mal de personnes qu'on a embauchées aux États-Unis. On va dire que dans les dernières années, on a vraiment fait un boom aux États-Unis, on compte à peu près une dizaine de personnes aux États-Unis, plus une quinzaine de personnes au Canada. Donc c'est quand même pas mal équilibré. C'est vrai qu'en général, les décisions viennent principalement du Canada. Le siège social est vraiment à Montréal. C'est là que viennent principalement les décisions. Et c'est un peu de là d'où on gère tout ça, typiquement. Après, toutes les équipes de prod sont vraiment dédiées dans chaque pays. Et les équipes de prod, Gary, est-ce que ce sont des contracteurs externes avec qui vous travaillez ou c'est des gens qui travaillent pour Modgirl? On a un mélange des deux. On a des gens qui sont à temps plein chez nous et on a aussi des gens qui sont saisonniers, qui vont vers la saison. Donc, on recrute en début de saison et on les teste et on voit s'ils peuvent faire toute la saison avec nous ou pas. Malheureusement, il y a des gens qui fit et des gens qui fit pas. C'est aussi le côté humain. Quand on passe toute une saison avec des gens, il faut aussi que l'humain soit présent. Intéressant. Bon, les gars, j'aimerais parler un petit peu avec vous de la dynamique de travail. On a reçu beaucoup de gens sur le podcast qui, des fois, c'est un homme et une femme qui travaillent ensemble, un couple, et ils sont deux associés. Et je pense que rarement sur le podcast, j'ai eu deux frères. Je serais curieux de savoir comment vous travaillez ensemble, quel type de carré de sable est davantage à Gary, quel type de carré de sable est davantage à Kevin. Est-ce que Kevin peut travailler un petit peu des fois sur les dossiers de Gary? Est-ce que Gary va voir les dossiers de Kevin? Comment avez-vous été capable de bien établir ça les deux ensemble? Il travaille actuellement, il est au podcast. Moi, d'habitude, c'est moi qui fais les podcasts. Non, je pense que en étant sérieux pour une fois, Kevin est sérieux. Je pense qu'on se fait totalement confiance sur chacun de nos projets, même si je pense que des fois on se challenge sur certaines questions. Mais je pense que on a appris à travailler ensemble. Je veux pas dire que c'était facile dès le jour 1. On a aussi nos caractères, on a nos façons de travailler. Et je pense qu'il a été très intéressant de faire, c'est de se donner des domaines respectifs en fonction de ses forces. Kevin a des forces, moi j'ai des forces, j'ai des faiblesses, Kevin a des faiblesses, même s'il veut pas l'avouer. Mais non. Mais on a chacun des forces et des faiblesses et je pense qu'il faut utiliser ses forces au maximum et laisser aussi l'autre personne faire son travail et lui donner entièrement confiance. Si je commence à fouiller dans ce qu'il fait ou qu'il fouille dans ce qu'il fait, je pense pas que je vais être pleinement satisfait de tout ça, mais après qui me challenge et qui des fois me relève certains. Des fois t'as des œillères et t'es dans ton projet, tu vois pas, donc des fois c'est aussi de voir si tu dis quelque chose, c'est pas de le prendre mal, même si des fois ça peut vexer parce qu'on pense qu'on veut faire au maximum et on veut tout bien faire, mais il faut pas être vexé, il faut comprendre. Et ça s'apprend par le temps. C'est pas. Je dirais que maintenant je suis un peu plus ouvert aux informations qu'il va me donner versus avant, mais on a toujours nos conflits, c'est normal. Hein. Sinon on n'avancera pas. On a le droit aux confidences. Mais on est capable de faire la part des choses et de vitaliser que si la personne nous dit telle chose ou telle chose, c'est pour le bien de la compagnie. Il n'y a rien de méchant dans ce qu'on fait. Donc le but c'est d'avancer ensemble et se décharger. Et peut-être, Kevin, je me tourne vers toi. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Comment ça a évolué à travers le temps, votre dynamique de travail à toi et Gary? Est-ce que vous sentez qu'à travers les années, un prend plus de responsabilités sur certains aspects, d'autres en prend d'autres types de projets? Comment tout ça a évolué? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de confiance entre nous. Je pense que ça, c'est super important, déjà en tant qu'associé, en tant que frère aussi. Je pense que ça, c'est super important pour faire grandir aussi la compagnie. On sait que tel dossier, ça va être dans sa cour, tel dossier, ça va être dans la mienne et on se fait confiance mutuellement sur la réussite. Gary, il gère la production de tous les pays dans le monde de A à Z. C'est quelque chose que je l'aidais quand j'étais au début de la compagnie, mais je le fais plus maintenant, ou je le fais moins en tout cas. Et c'est une totale une confiance aveugle. Je disais ça à quelqu'un il n'y a pas très longtemps, à ma copine en l'occurrence, c'est que je pourrais pas faire. Alors, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui si mon frère il s'occupait pas des événements de me dire. C'est indéniable. Je saurais même pas. Déjà moi des fois je vais en événement, je sais même pas. Je sais pas ce qu'il faut faire.
Peut-être que je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais c'est que voilà, il y a pas beaucoup de choses qui évoluent. C'est pour ça que je pense que la confiance est super importante. C'est comme ça que tu fais évoluer ton entreprise. Comme Gary disait, si tu es derrière la personne à chaque fois pour voir ce qui se passe, tu ne fais pas évoluer ta Ça compagnie. marche pas. Il faut avoir du respect, il faut avoir de la confiance, et c'est comme ça que ça fonctionne. Tout en gardant nos valeurs. On a des valeurs qui sont super importantes, avec le plaisir, on a des valeurs qu'on doit garder, qu'on garde toujours, et on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble, mais beaucoup de plaisir à travailler aussi avec nos employés. Donc, les gars, juste pour terminer, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse de savoir. Et peut-être, Kevin, on commence avec toi. Qu'est-ce qui attend Mud Girl pour les 12, 24, 36 prochains mois? C'est une très très bonne question. Qu'est-ce qui attend Sportera au final, la compagnie d'événementiel sportif? On a forcément plusieurs projets dans le pipeline. Déjà, il y a une première des choses, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, mais Mud Girl, on remet de l'argent chaque année. Une fondation qui nous tient à cœur, c'est la Fondation du cancer du sein, pour des raisons personnelles, puis parce qu'on a toujours voulu remettre de l'argent à des fondations. On a levé plus de $380 000 depuis le début de nos courses. Donc pour nous, ça faisait du sens. Et la première nouvelle, c'est qu'on est sorti on est en train de sortir en fait des fondations, pas parce qu'on ne veut plus donner de l'argent, mais c'est parce qu'on aimerait on lance notre propre fondation qui s'appelle la Pink Army Foundation. Et en fait, l'objectif ici, c'est de permettre à des survivants du cancer ou des gens qui sont en phase de processus, etc., de vaincre la maladie, de leur donner un projet sportif, de faire en sorte de relever un défi sportif dans les 5 prochaines années. Donc, au final, si on voit la fondation dans 5 ans, on veut que 50 à 100 personnes survivantes du cancer puissent aller courir un marathon ou aller grimper une montagne grâce à nos aides, grâce à nos fonds. On veut pouvoir les aider à pouvoir faire ça. Ce qu'on veut, c'est aller chercher de l'espoir, en fait, susciter l'espoir pour ces personnes-là qui sont en rémission, qui sont en train de combattre la maladie. Et on veut pouvoir être impliqué un petit peu plus. Donc, au final, au lieu de donner de l'argent, on va continuer à donner de l'argent, mais on veut avoir des actions et être impliqué. Donc, on a embauché aussi du monde pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse réaliser ce genre de choses. On revient un peu à la genèse de Sportera. Quand on a créé Sportera, on relevait des défis sportifs avec des gens, des marathons. Et je pense en fait, c'était ce moment d'émotion, de partage. C'est peut-être aussi quelque chose qu'on veut retrouver à travers nos événements et qu'on veut ramener avec aussi des participants et des survivants. Donc, je pense qu'on a hâte. Je pense qu'on va aussi personnellement participer à ces défis parce que c'est des choses auxquelles on peut vivre. Je pense que nos employés aussi ont envie de vivre et c'est ce qui permet aussi d'être attaché aussi à l'image de marque et à la compagnie. C'est ce qu'on essaie de lier un peu ensemble. Ouais, c'est super important de savoir pourquoi on travaille pour une entreprise. Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin pour aller travailler pour cette entreprise-là et pourquoi pas une autre. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait dans notre mission, par exemple, mais aussi dans nos valeurs. Et voilà, ça fait partie de ce qu'on voulait faire depuis très longtemps et on est très, très heureux de pouvoir mettre à bien ce projet-là. Donc ça, c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est que je sais que dans notre podcast d'hypercroissance, on parle beaucoup d'acquisition. On est en train de travailler sur une acquisition en ce moment pour pouvoir justement diversifier un petit peu plus, diversifier un petit peu plus notre portefeuille, quelque chose qui reste dans la thématique du sport, dans ce qu'on sait faire dans les événements sportifs, mais de manière un petit peu, on va dire différente, pas trop différente, mais un peu différente. Donc ça, c'est en cours. Ça va avoir C'est quand qu'on va en savoir plus? 2025. À la rentrée 2024, on en saura un peu plus et puis ça sera prévu pour l'été 2025. Donc voilà. On travaille aussi sur d'autres projets. On a été approché par des pays du Golfe pour travailler sur des projets de développement de courses, de développement de projets, etc. C'est toujours en discussion, mais on a de belles avancées avec eux. Donc voilà, c'est principalement ça. Ce qui se passe. On aimerait aussi développer beaucoup plus les États-Unis. On a 20 courses aux États-Unis depuis 2 ans, mais on aimerait doubler d'ici les 3 prochaines années. On est passé à 40 avec peut-être avoir plus d'équipes, d'avoir un double kit et d'avoir 40 courses aux États-Unis et potentiellement peut-être de quitter l'Europe prochainement. Donc, c'est pas qu'on n'aime pas aller en Europe, on adore aller en Europe, mais je pense que peut-être que notre plus-value à nous, elle est plutôt d'être en Amérique du Nord et notamment aux États-Unis. C'est un marché. À partir du moment où tu arrives à le percer, je pense qu'il faut continuer et il faut y aller. Je pense que là, cette année, on y arrive très, très bien et il faut qu'on continue, qu'on mette nos efforts là où ça vaut la peine. Intéressant, fascinant même. Gary, est-ce qu'il y a d'autres choses que Kevin oublie qui va arriver avec Mud Girl Sportera dans les prochains mois, prochaines années? Non, je pense que tout a été dit. Ah, mais c'est déjà des beaux projets. Bon, les gars, on termine avec les fameuses questions personnelles. Gary, je me tourne vers toi. Kevin m'avait déjà répondu là-dessus, mais je veux quand même te reposer la question par la suite, Kevin, parce qu'il y a peut-être des nouveaux livres qui ont capté ton attention. Est-ce qu'il y a des livres
que tu as lu un peu business qui a capté ton attention, que tu pourrais partager avec notre audience? Est-ce qu'il y a certaines lectures que tu as aimées? Ou même peut-être, est-ce que tu aimes lire des livres business? Je lis rarement des livres business. Je lis pas du tout même des livres business. Je sais pas, je pense que j'ai une règle, c'est que dès que j'ai fini le travail à la maison, j'ai envie de couper à 100%. On fait autre chose. Mais le problème, c'est que Kevin, il m'appelle tout le temps avec des projets ou des idées, donc c'est difficile de couper. Mais j'essaie de couper au maximum. Tu veux écouter ton match de foot, là. C'est ça. Tu veux écouter ton match de foot. Non, mais j'ai beaucoup de plaisir dans ce que je fais. J'adore mon travail. J'adore ce qu'on fait. Mais j'aime ça couper. Bien sûr. Et avoir du temps. Je pense que même avec ma conjointe, au début, j'en parlais beaucoup. Et maintenant, elle me demande qu'est-ce que tu as fait au travail. Je dis, bon, j'ai fait mon travail, hein. J'ai fait ce que j'ai à faire et j'ai eu beaucoup de plaisir, mais j'ai envie de parler d'autres choses, d'autres projets. Bien sûr. Donc, non, livre business, j'attends que Kevin m'en parle avec des idées. Et lui, il lit pour moi et après, il me fait un récap. Et je dis, ok, c'est cool. Parfait. Moi, je suis l'intelligence artificielle de Gary. Alors, je suis un peu dur comme message, mais je veux dire, c'est moi qui je lui dis ce que je lis. Je lui dis ce que je lis. Et qu'est-ce que tu lis? L'audience veut le savoir. Alors, ça, c'est assez bizarre, mais en ce moment, donc, j'ai la naissance de jumeaux depuis 2 mois. Donc, techniquement, en ce moment, j'ai pas trop le temps de lire des livres, mais j'ai un livre de chevet en ce moment sur le surf, tu vois, rien à voir, que mon frère m'a offert pour mon anniversaire. Ma nouvelle passion, on va dire. Et mais sinon, je suis parti sur un livre là que je vais commencer de Colin O'Brady qui s'appelle The Impossible First, qu'on m'a offert aussi. C'est quelqu'un qui a traversé l'Antarctique seul. Oh, wow. Très intéressant. Ouais. C'est pas très business, mais au final, je pense que dans ce genre de choses. Alors, par contre, je vais vous raconter une anecdote. C'est que forcément, en ayant des enfants, donc je me réveille la nuit et j'écoute les podcasts de J7, de Hypercroissance. Mais de manière vraiment, il faut que, sinon je m'endors, donc il faut que j'écoute quelque chose. Et à chaque fois, il y a des recommandations de livres. Et l'anecdote, elle est quand même assez drôle. C'est que j'ai beaucoup de livres au final chez moi que j'ai écouté par des entrepreneurs qui disaient je recommande ça. Et moi, je regardais après sur Internet. Je dis, ah ouais, c'est génial, mais il nous faut ça. Donc ils sont tous chez moi. Je les ai tous. Hein. Il n'y en a pas un que j'ai pas. Mais il faut que je trouve le temps de les lire. Est-ce que tu en as lu un au moins? Ouais, The Power of Habits, par exemple. J'en ai lu quelques-uns. Après, là, c'est vrai que je lisais pas mal de livres sur les enfants pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ça m'a quand même servi. Ça a 2 bras, 2 jambes. 2 bras, 2 jambes, exactement. Mais vraiment, je tenais à dire, je sais pas si on va parler de podcast après. C'est vrai que moi, j'écoute un peu plus. Parlons-en des podcasts. Par contre, j'écoute plus de podcasts. J'aime beaucoup. OK, qu'est-ce que tu écoutes? On commence avec toi, Gary. Qu'est-ce que tu écoutes comme podcast? J'écoute pas de podcast business, mais j'écoute beaucoup de podcasts sur le sport, notamment quelque chose qui s'appelle Dans la tête d'un coureur. J'écoute du business, j'écoute Guy Raz. Oui, How I Build This. J'écoute How I Build This, je trouve ça très bien fait. J'écoute pas mal Guy Raz de temps en temps, mais sinon c'est beaucoup Dans la tête d'un coureur ou des podcasts sur le sport, mais des histoires un peu particulières. Je suis pas un athlète j'aime bien avoir des petites histoires. Par exemple, je pense que le dernier qui m'a marqué, j'ai été assez même, je pense, pas choqué, mais je pense que ça m'a pris dans ma voiture. J'ai pris 5-10 minutes avant de partir de la voiture. C'était quelqu'un qui avait couru l'UTMB, donc l'Ultra Trail du Mont Blanc, et qui avait vécu les attentats au Bataclan. Il était dans la salle du Bataclan. Oh. Et en fait, qui explique comment il est passé d'un coureur lambda à devenir à faire l'UTMB et tout son processus en fait avant l'attaque du Bataclan jusqu'à sa course UTMB. Puis il explique un peu tout ça. Et je trouvais ça fort en fait d'une personne ordinaire où elle est capable de trouver la motivation, de sortir de son historique aussi. Il a eu des problèmes avec sa fille, des moments de course où il était en pleurs. Et ce moment au Bataclan, j'ai trouvé ça super inspirant. C'est des choses que j'aime beaucoup, cette mentalité, cette façon d'une personne ordinaire qui est capable de retrancher ses limites, aussi bien physiques que mentales, pour aller accomplir des exploits. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'on veut acquérir dans la fondation qu'on est en train de mettre en ce moment. C'est ces histoires un peu, on dirait du fantastique, on en pourrait en faire un film de ces gens-là qui sont pas devant les caméras, qui sont pas aux Jeux Olympiques, mais qui font des choses extraordinaires. Je trouve ça c'est super intéressant d'avoir ces récits-là, et c'est ce que j'essaie de trouver. Donc j'écoute pas tous les récits de course des athlètes, mais j'essaie de trouver ces petites histoires un peu originales. Notamment, je pense qu'il y a une personne aussi en ce moment, je suis rarement fan de gens ou de leur carrière, mais c'est une marathonienne qui s'appelle Anaïs Kemeye, je dis bien son nom,
qui vient de l'île de la Réunion. Donc là, on a grandi avec Kevin et moi. Et en fait, qui a vaincu le cancer du sein à l'âge de, je pense, 19 ans, 20 ans. Et que je suis dans des podcasts que j'écoute. À chaque fois qu'il y a un podcast avec elle, je l'écoute parce que je trouve ça tellement intéressant. Son histoire, sa façon de penser, sa façon de vivre. J'aime beaucoup ce genre de personnes qui, dans l'adversité, arrivent à avoir toujours le sourire et toujours heureuses de vivre. Donc, ouais, je suis plus sur les genres de podcasts, mais je vais essayer d'écouter plus de business. Ben, peut-être que tu vas écouter mon prochain podcast, Histoire de foot, qui va être lancé. Là. Toi qui aimes le podcast de sport, peut-être que tu vas écouter celui-là, Gary. Là. Ben, je vais écouter. En septembre, c'est un rendez-vous. Moi, pour ma part, à part les podcasts de sport et d'humour, parce que je suis passionné de sport et d'humour, mais all the way J7, hein. Je pense que c'est bon, hypercroissance, c'est quand je donne les biberons aux enfants, c'est quand je conduis, c'est quand je cours. Et quand ça, c'est la première fois que je l'entends. Incroyable. Mais vraiment, je te jure. Quand tu cours également. Okay. Quand je cours, je cours pas souvent, mais quand je cours, j'écoute. Ça fait passer le temps. Ça fait 25 minutes, 30 minutes, ça fait passer le temps. Et vraiment, je trouve ça pertinent. Je trouve ça super intéressant en tant qu'entrepreneur. Je trouve que ça motive. Ça motive. À chaque fois, j'ai plein de questions. Des fois, j'ai envie d'intervenir. Je trouve ça super. Je trouve ça génial. Je trouve que ce que vous faites. Ah, mais c'est vrai, j'exagère peut-être un peu, mais vraiment, je te le dis, Antoine, vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour J7. On était avec J7, je sais pas si c'est pour le début de J7, mais nous, ça fait quand même un bout de temps qu'on se connaît. Maintenant qu'on a fait un petit bout de chemin ensemble, mais j'ai vu l'évolution, et notamment avec tes podcasts, quand j'ai vu qu'on était rendu au 320e. À un moment donné, j'avais décroché. Le fait d'avoir des enfants, ça m'a permis de recrocher. Je sais pas si ça se dit recrocher, pardon. Mais je trouve ça vraiment pertinent, impressionnant. Et vraiment, félicitations à vous. Je trouve que c'est très, très bien pour le Québec. Mais pas que, quoi. Ouais. Je trouve que c'est pertinent pour ceux qui sont même ailleurs. Donc, vraiment pour eux. Ben, je pense que c'est grâce à des histoires comme les vôtres, les gars, qu'on est capable de donner un contenu qui, lundi matin, quand ça va sortir pour un entrepreneur, il va écouter puis il va dire « Ah, voici la dose d'éducation, mais surtout d'inspiration que j'ai besoin cette semaine pour retourner au champ de bataille. » Parce que, soyons honnêtes, c'est pas facile de gérer une entreprise. C'est donc passionnant, mais donc difficile. Ouais, c'est ça, mais souvent, on a l'impression que tout est facile. On montre souvent la face, hein, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je pense que c'est bien aussi d'avoir la face, ça va pas bien, ou quels sont les défis. Plus on peut entendre ce genre de récit, je pense que plus c'est intéressant pour tout le monde. Des fois, que dire, bon, bah, tout va bien, tout va bien, tout va bien, c'est intéressant, mais ce qu'on veut voir, c'est aussi les défis que les gens ont relevés. Exact. Les gars, ça a été donc fascinant de discuter avec vous. Encore une fois, vous avez toutes mes félicitations. C'est une croissance exceptionnelle que vous avez eue dans les dernières années. Est-ce qu'on peut terminer en parlant un petit peu de cette croissance-là? Là, au moment où on se parle, ModGirl, à quoi que ça ressemble en termes de grosseur d'entreprise, comparativement à peut-être le dernier entretien qu'on a eu, 2019-2020? C'est quoi la taille de l'entreprise maintenant? La taille de l'entreprise. Aujourd'hui, on a 25 employés temps plein, à peu près. On doit avoir une trentaine, quarantaine d'employés temps partiel, donc saisonniers. On est sur, techniquement, on a 4 compagnies différentes, 3 compagnies différentes, une en Europe, une aux États-Unis, au Canada. Mais on est parti pour avoir un chiffre d'affaires aux alentours de 20 millions de dollars. Wow. Au niveau 20 millions de US, on va dire. Et avant la COVID? Avant la COVID, c'est une bonne question. Peut-être 6-7 millions. Au Canada, on a toujours fait entre 3 et 5 millions. Et c'est vraiment les États-Unis qui nous ont quand même pas mal boosté. Ça a mis les États-Unis, c'est 16-17 millions. Donc, c'est 11 millions, pardon. Donc, 6-7 millions avant la COVID. Vous vous faites couper l'herbe sur le pied comme pas possible et vous vous relevez 3-4 ans plus tard, vous avez triplé la business, vous faites 20 millions de chiffre d'affaires. Ouais. Messieurs, c'est totalement exceptionnel. Félicitations. J'espère qu'on va se refaire un podcast dans quelques mois, peut-être un an, et qu'on va continuer à avoir cette belle histoire d'hypercroissance, peut-être à Dubaï. Tu vas nous inviter à histoire de foot. Ah, écoute, t'as révélé à l'ensemble de l'audience le nom du podcast. Je suis désolé. Ça sera coupé au montage. Il fallait qu'il y ait un scoop. Il fallait qu'il y ait un scoop. Puis la bonne personne, c'est 3 fois que je viens sur le podcast pour le dévoiler. Mais je trouve ça génial. Je trouve que c'est super d'avoir une passion comme ça et de le partager comme ça sur des podcasts. Moi, je suis le premier attentif. J'aime beaucoup le foot. Gary a peut-être un peu moins. C'est plus le rugby, mais j'aime aussi beaucoup le rugby. Mais j'aime beaucoup. Je suis un passionné de sport et de foot et je serais curieux d'entendre tout ça. Bon, on a déjà 2 auditeurs de près. Hey, messieurs, Gary, Kevin, on a eu une discussion totalement fascinante. Je vous remercie. Pour les gens qui ne connaissent pas ModGirl, allez jeter un coup d'œil à leur site Internet. Il va y avoir un lien dans les notes de l'épisode. Si vous n'avez pas encore fait la course, c'est le temps de tester. Il y a sûrement, à mon avis, une course pas tellement loin de chez vous. Donc, restez à l'affût. Kevin, Gary,
Merci énormément. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hyper Croissant.